Parlons à présent du plan de développement des compétences en entreprise qui est une stratégie qui permet d'accompagner les changements technologiques, de s'assurer de la cohérence entre les besoins identifiés et les moyens mobilisés. C'est quoi le plan de développement en compétences et quels sont les outils d'élaboration de ce plan? C'est dans le récit de Yacine Dia. Le plan de développement des compétences recense l'ensemble des actions de formation mises en place par l'employeur pour ses salariés. C'est un outil de gestion des ressources humaines qui regroupe ainsi l'ensemble des actions de formation, des bilans de compétences ou encore des validations des acquis de l'expérience destinés à développer et à valider des compétences. Il permet aux salariés de suivre des actions de formation à l'initiative de leur employeur par opposition aux formations qu'ils peuvent suivre de leur propre initiative grâce à leur compte personnel de formation. L'élaboration d'un plan de développement des compétences peut concerner toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. La mise en œuvre ou non d'un plan de développement des compétences relève de la décision pleine et entière de l'employeur après consultation des représentants du personnel. Tout salarié peut être visé par une action de formation prévue par ce même plan. Le départ en formation est alors assimilé à l'exécution normale de son contrat de travail. Il ne peut s'y opposer, sauf cas particulier. Définir et formaliser le plan de développement des compétences, c'est l'opportunité d'adapter et de développer les compétences des collaborateurs, notamment numériques, pour favoriser leur maintien dans l'emploi, leur évolution et leur accès à une certification. Merci Yacine Dieng pour ce récit et pour parler du plan de développement des compétences en entreprise. Nous recevons sur ce plateau M. Pape Maguette Diop. Il est expert en RH. Bonjour M. Diop. Bonjour Mme Samb. Merci d'être venu. Merci, c'est un plaisir d'être à la RTS. Le plaisir est partagé. Alors, nous venons de suivre le récit de Yacine Dieng qui nous parle du plan de développement des compétences en entreprise. C'est quoi le plan de développement des compétences en entreprise? En tout cas, le reportage tel qu'il a été fait donne le résumé du plan de développement des compétences en entreprise. Il y a bien sûr des éléments dans le reportage qui ne sont pas pour le moment applicables au Sénégal, notamment ce qu'on appelle le compte personnel de formation. Ça, c'est valable dans un pays comme la France. La France. Mais la validation des acquis? Oui. C'est un élément excessivement déterminant dans un plan de développement des compétences et comme dit d'ailleurs dans le reportage, le plan permet à l'entreprise de recenser tous ses besoins en compétences. Mais qu'est-ce qu'on entend d'abord par la compétence ou par les compétences? Parce que de plus en plus dans les entreprises, on a ce qu'on appelle des compétences de base liées au métier qu'on exerce. On a des compétences transversales, des compétences relationnelles, des compétences linguistiques, des compétences digitales. Donc, une entreprise aujourd'hui a besoin d'avoir des ressources humaines capables de pouvoir lui permettre de gérer de la compétitivité, de gérer de la concurrence et surtout de s'ajuster à son marché. Et quels sont les besoins en compétences? Mais ça dépend de l'entreprise. L'entreprise peut être une petite entreprise, peut être une grande entreprise, peut être une entreprise dans le secteur tertiaire, dans le secteur industriel. Ce n'est pas là les mêmes compétences. Mais ce qui est à retenir, dans la compétence, il y a au moins 4 notions qu'on peut retenir. Le savoir, le savoir-faire, le savoir-être, mais combiné qui permet le savoir-agir. Et dans l'entreprise, on a besoin de personnes capables, à leur poste de travail, de faire exactement le travail qu'on leur demande de faire pour permettre à l'entreprise d'assurer sa mission, de réaliser sa vocation. En parlant de mission d'entreprise, pourquoi l'entreprise a besoin de développer les compétences? Mais c'est tout à fait normal parce qu'un poste de travail exige des compétences. À la formation initiale, on a ce qu'on appelle des compétences acquises. Vous allez à l'école, vous faites un diplôme, il y a ce qu'on appelle des compétences acquises. Mais il y a des compétences requises qu'exige le poste de travail. Donc pour l'entreprise, il est important d'avoir le profil qui sied au poste. Et en fonction du poste, on dit voici les compétences que le poste doit avoir pour faire le travail. Il y a d'abord des compétences qui sont obligatoires. Hygiène, santé, sécurité, c'est des notions qu'aujourd'hui les travailleurs doivent connaître.
Et l'employeur a l'obligation de former ses travailleurs à ce qu'on appelle ces formations obligatoires. Mais en dehors de ces formations obligatoires, il y a des formations qui sont spécifiques à l'entreprise par rapport à ses besoins de compétences. C'est pourquoi, si vous allez dans le secteur industriel, on a des compétences propres au secteur industriel. Si vous allez au niveau du secteur tertiaire, on a des compétences propres. Si vous allez au secteur de la santé, au secteur du pétrole, dans tous les secteurs, on a des compétences spécifiques. Mais ces compétences spécifiques partent de compétences de base, de compétences relationnelles, parce qu'être dans une entreprise et ne pas savoir sourire, parce que savoir sourire est une compétence. Savoir accueillir est une compétence. Et écouter est une compétence. En parlant également de ces outils qui peuvent mettre en valeur les compétences, bien les besoins en compétences en développement d'une entreprise, quels sont les outils stratégiques? Aujourd'hui, on utilise par exemple, elle l'a dit dans le reportage, le bilan des compétences. Je prends un travailleur qui a été dans l'entreprise pendant 20 ans. On lui fait un bilan des compétences pour le situer. Est-ce qu'on peut le reconvertir pour le réorienter vers un autre métier? Par exemple, il a été pendant longtemps comptable. On lui fait un bilan des compétences pour l'orienter vers les finances. Il a été pendant longtemps en marketing. Est-ce qu'on peut le réorienter en communication? On peut utiliser aussi ce qu'on appelle la validation des acquis de l'expérience. Dans beaucoup d'entreprises, particulièrement aujourd'hui au Sénégal, nous avons des travailleurs qui ont fait 10 ans d'expérience, 5 ans d'expérience, mais qui n'ont pas de diplôme. Et on va prendre quelqu'un qui est fraîchement sorti d'une école de formation pour être leur supérieur. Ça peut créer de la frustration. La validation des acquis de l'expérience permet de régler désormais ce problème. Et quelqu'un qui a 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans dans une entreprise peut faire par la validation le diplôme que l'autre a fait en formation initiale. Et comment faire cette validation des acquis? Mais c'est très simple. Le président de la République, Macky Sall, en 2018, avec son homologue Emmanuel Macron de la France, avait, à l'occasion d'une manifestation, parlé de cette validation. Et à son temps, le ministre Mary Teuw Niane avait porté le projet en tant que ministre de l'Enseignement supérieur, avec la collaboration de ce qu'on appelle le Conservatoire national des arts de métiers de Paris. Et on a impulsé le projet de validation des acquis de l'expérience au Sénégal. Où en est-on au Sénégal? On est à l'étape des textes, notamment la loi qui doit accompagner tout cela, les décrets d'application. Mais attention, le ministère de la formation professionnelle au Sénégal, dans sa loi d'orientation qu'il organise à son article 30, a déjà prévu la validation des acquis. Et le ministre Dame Diop sortant avait même signé un arrêté récemment pour rendre possible la validation des acquis de l'expérience jusqu'au Bac+2. Alors, quels seraient les avantages de cette validation des acquis des expériences dans la valorisation des travailleurs? Mais c'est très simple. Un travailleur qui a 5 ans d'expérience, 10 ans d'expérience, qui ne peut pas occuper un poste où le diplôme est exigé. Par la validation des acquis, il peut faire le diplôme et pouvoir occuper le poste. Donc ça va le valoriser, mais ça va régler davantage son employabilité. Et c'est excessivement important pour notre pays. Et mieux, je pense que cette validation, dans les années à venir, va faire le bon effet attendu par l'autorité. Je dis bien l'autorité, parce que nous avons beaucoup de compétences d'or. Regardez les mécaniciens qui sont d'or, qui ont 15 ans, 20 ans d'expérience, mais qui n'ont pas de diplôme. Mais pour concurrencer avec des personnes ayant un diplôme sur des marchés internationaux, ça peut devenir très difficile. Je pense que si, par la validation, ils parviennent à avoir ce diplôme, mais demain, ils peuvent concurrencer avec n'importe qui. Regardez tous nos maçons. On nous dit même cela, par exemple, une anecdote aux États-Unis, on demande qu'est-ce que vous pouvez faire, mais pas quels sont vos diplômes. Oui, bon. En général, on le dit. Le diplôme est très important, oui, mais l'expérience également a une place dans l'entreprise. Mais le diplôme est une présomption qui vous dit cette personne est supposée pouvoir. Mais si je prends un cas très simple, si vous dites vous savez, il faut montrer que vous savez. Ça, c'est le savoir-faire. Parce qu'on peut savoir une chose dans la théorie. Mais dans la mise en pratique, on ne peut pas faire. Et quand on sait faire,
on accumule de l'expérience. Et cette expérience peut faire l'objet d'explicitation. Et de cette explicitation, on peut l'arrimer à une compétence qu'on peut retrouver dans un référentiel de diplôme où le bloc des compétences précise que telle compétence, pour l'avoir, il faut passer par telle et telle et telle, telle et telle voie en théorie. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, dans les écoles de formation, on exige que les étudiants en formation professionnelle puissent au moins intégrer le stage. Justement, en parlant de compétences et de la formation, quelle est la place de la digitalisation dans le plan de développement des compétences? Écoutez, aujourd'hui, le télétravail chez nous au Sénégal est en train de rentrer dans les nouvelles réformes du Code du travail. Cela veut dire que la digitalisation va nous permettre de dématérialiser ce qu'on est en train de faire. Dématérialiser le papier pour lutter davantage contre les questions écologiques, mais permettre à des personnes distanciellement de pouvoir travailler. Mieux aussi de partager des documents grâce à ce qu'on appelle un SIRH, un système d'information des ressources humaines. Aujourd'hui, un travailleur a besoin d'un bulletin de paye, il n'a pas besoin de se présenter devant son employeur pour prendre son bulletin de paye. Il peut rentrer dans un site, télécharger son bulletin de paye. Il a besoin d'une attestation de congé, mais il rentre dans le site, il a son attestation. Il a besoin de demander des congés, il le fait via le site. C'est comme aujourd'hui la vente en ligne, l'achat en ligne. Qui est très développé avec la Covid-19 quand même, qu'on a noté au Sénégal. Oui, la Covid est venue nous montrer beaucoup de possibilités par la digitalisation. Et toutes les entreprises ont, parmi leurs défis, la digitalisation. Au-delà des aspects GRH comme la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, comme le management des hommes, comme le leadership, la digitalisation est aujourd'hui un défi actuel. Et beaucoup d'entreprises, en tout cas qui ont compris, sont en train de se mettre à la digitalisation. Alors, M. Diop, on nous parle du plan de développement. Comment construire ce plan? Et votre mot de la fin? Mais construire ce plan est très simple. Il faut suivre au moins 5 étapes. L'identification des besoins de formation, l'analyse de ces besoins de formation par rapport à leur pertinence, leur réalisation, leur faisabilité, mettre en place le plan, le budgétiser, le décliner, le dérouler, le suivre et pouvoir au besoin le réajuster et l'évaluer à la fin pour voir est-ce que réellement ce plan, l'investissement qu'on a eu à faire a donné le résultat. Donc je rappelle que en matière de gestion des ressources humaines, en matière de management des ressources humaines, toutes les organisations qui ont des problèmes parce que simplement la gestion des ressources humaines n'a pas encore pris la véritable place qu'elle doit avoir au sein des organisations publiques, privées. Même nos États, si on réfléchissait un peu sur l'approche de la gestion des ressources humaines, je peux vous garantir que les résultats escomptés seront les meilleurs. Pourquoi ? À compétences égales, les ressources humaines font la différence. Je vous remercie, M. Diop. Merci encore une fois. Merci beaucoup, maître, d'être venu. Merci. Alors, je rappelle que nous étions en entretien avec M. Pape Maguette Diop. Il est expert en RH. Nous poursuivons l'actualité avec notre reportage du jour qui nous conduit à